On y est, ça fait un mois que vous l'attendez, la vidéo de la finale de la Coupe de France de terraophilie 2026. C'est aujourd'hui. Pendant plusieurs mois, on aura découvert de nombreux passionnés, de nombreuses espèces ainsi que de superbes terrariums. Et on y est, c'est la fin, on est sur la dernière vidéo, peut-être la plus importante, peut-être la plus belle des vidéos avec cette finale. J'ai pas encore vu les vidéos de nos concurrents, les Minipotes et Reptiline, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je leur fais énormément confiance pour vous sortir une vidéo juste comme ça, juste magnifique. Donc profitez, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous annoncerai quelque chose, faudra être là à la fin. Ne regardez pas juste les deux vidéos ou juste celle de votre candidat préféré, regardez bien jusqu'à la fin. Et juste avant de vous laisser avec les vidéos, on approche de l'été. Au moment où je tourne cette vidéo, on est pratiquement en canicule. Je crois que certains départements sont en canicule. Je crois que nous-mêmes, on est en vigilance canicule. Donc faites très attention aux températures dans votre pièce, dans votre terrarium. Faites attention à vos animaux, surtout que ce soit les reptiles ou autres animaux. Les chaleurs peuvent être très hautes, donc un petit rappel, faites très attention. Et encore une petite chose, bien évidemment, je vous rappelle, notre partenaire de cette Coupe de France de terraophilie, la Fermo-Coléo. Pour rappel, sur la Fermo-Coléo, vous pouvez retrouver de nombreux insectes nourriciers, du matériel allant du terrarium au substrat, au matériel électrique, cachettes, gamelles. Vous pouvez vraiment retrouver tout ce qu'il vous faut pour faire un terrarium. Je suis exactement en train de faire un terrarium avec un abonné sur la Fermo-Coléo entièrement complet. Donc si vous cherchez du matériel, n'hésitez pas. Si vous cherchez du nourrissage, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et en plus de ça, vous avez mon code promo dans la description. Et bien évidemment, un grand merci à la Fermo-Coléo qui sponsorise cette Coupe de France de terraophilie. Je vous rappelle que le gagnant de cette vidéo gagnera 150 € de bon d'achat sur leur site. C'est pas rien quand même. Allez, je vous laisse avec les vidéos et je vous retrouve à la fin. Et c'est parti pour l'avant-dernier. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, tout le monde est chaud. Salut, c'est les mini-potes. Un immense merci, on pensait vraiment pas arriver en finale, c'est incroyable d'être là, pour vous faire cette vidéo, pour vous parler encore, vous partager encore des infos, c'est vraiment un truc de dingue. On vous dit merci depuis le début en fait, mais là on vous dit un grand merci, parce que grâce à vous on est là. Merci beaucoup aux jurys qui ont voté pour nous. Merci à vous, spectatrices, spectateurs, c'est grâce à vous qu'on en est là. Et waouh, vraiment c'est une super aventure, on est très contents. Pour cette vidéo de finale, on aimerait vous présenter un animal particulièrement important à nos yeux. Nous sommes les mini-potes. On va donc vous présenter le mini-varan. On vous présente donc notre Varanus gileni, qu'on appelle aussi varan pygmée ou varan nain de Gilène. Le Varanus est un genre de lézard et qui est actuellement le seul genre de la famille des Varanidés. C'est une espèce arboricole et endémique d'Australie, plus particulièrement des zones désertiques qu'on appelle outback. L'Australie étant divisée en 6 grandes parties, on va retrouver le Varanus gileni dans 4 parties de l'Australie. Le territoire du Nord, le Queensland, l'Australie méridionale et l'Australie occidentale. C'est l'un des plus petits varans au monde. Il fait maximum 35 cm que comprise. Ça équivaut à la moitié de son corps quand même. Au niveau législation, il est placé en annexe 2 de la CITES et B du règlement européen. C'est donc une identification par puce ou par photo via le système d'enregistrement de l'IFAP. Il s'agit d'une espèce rare en captivité en France et même à l'échelle de l'Europe. D'où tire-t-il son nom? Que veut dire Varanus? Varanus est une latinisation du mot égyptien waran, qui signifie avertisseur, d'après une croyance égyptienne selon laquelle les varans du Nil avertissaient la population de présence de crocodiles dans le Nil. Et pourquoi Gileni? Il est nommé en l'honneur de Francis James Gillen, un Australien qui a commencé en tant que postier et a consacré sa vie à la protection des aborigènes d'Australie, qui a fini magistrat. Reconnu comme étant un grand nom de l'anthropologie, et grâce à qui de nombreuses expéditions scientifiques ont pu être réalisées, grâce à sa connaissance du terrain. Lors de la grande expédition scientifique de Horn, composée de zoologues, de géologues, d'anthropologues et de photographes, dont le but était d'étudier l'histoire naturelle du centre de l'Australie, de mai à août 1894. Francis James Gillen a collecté des spécimens de varans pygmées, donc les Varanus gileni, pour ses collègues et amis herpétologues, qui ont par la suite décrit cette espèce en lui donnant son nom en son honneur. Donc maintenant, concernant son mode de vie et son habitat. Donc le Varanus gileni vit dans les zones désertiques, comme on disait, de l'Australie et donc dans l'outback australien.
Il s'agit d'un climat qui est chaud et sec, avec des températures pouvant atteindre voire dépasser les 40 degrés Celsius. Les nuits sont cependant assez fraîches, avec des températures aux alentours de 20 degrés, parfois même moins selon les saisons. Il ne faut pas oublier que dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à nous dans l'hémisphère nord. La saison chaude là-bas s'étale donc de septembre à février, avec une saison du coup beaucoup plus humide sur ces périodes, avec des pluies qui sont rares mais intenses. On va avoir entre 100 et 400 mm de pluie par an en général. Pour avoir un petit ordre de comparaison, en France, dans le Var et dans les parties comme ça du sud qui sont quand même relativement sèches en climat méditerranéen, on a à peu près 600-800 mm d'eau par an. Donc moitié moins pour l'Australie dans le meilleur des cas. Et donc, s'ensuit une saison fraîche qui va avoir lieu, elle, de mars à août, et donc qui va être une saison plus fraîche et plus sèche, avec des températures moyennes qui vont fluctuer entre 12 et 20 degrés. On va le retrouver dans des creux d'arbres ou sous des écorces d'arbres morts ou vivants. Ça permet de recréer un petit microclimat plus frais et surtout plus humide. Comme c'est une petite espèce, elle est souvent prédatée par des rapaces, des serpents ou même par d'autres varans beaucoup plus gros que lui. On peut le trouver aussi plus rarement dans des zones rocheuses entre les plaques et les dalles de roche, un environnement dans lequel on peut par exemple retrouver le Varanus acanthurus, le varan à queue épineuse. Le Varanus gileni s'expose occasionnellement aux heures les plus chaudes. Donc maintenant, on va passer sur la partie consacrée à la maintenance en terrarium. Et plus particulièrement à comment on a pensé le terrarium de notre Varanus gileni. Donc pour commencer, sur les parois du terrarium, on a mis des plaques de liège. Du liège expansé qui permet au varan de pouvoir grimper et surtout de se rassurer en occultant les côtés et en évitant qu'il ait une vision périphérique qui pourrait l'effrayer. Ensuite, on a constitué une base en excavator, donc c'est un substrat composé de sable mélangé à de l'argile, donc qui va permettre de sculpter et de pouvoir faire différents reliefs dans le terrarium. C'est un substrat qui durcit une fois sec, et donc qui nous a permis de faire la base, donc le sol, plus les zones d'enrochement qu'on voit sur le fond. Les dalles servent d'anfractuosité et de cachette, et ça permet également de créer de l'enrichissement et une diversité d'habitats dans le terrarium, et en plus ça lui permet de venir lézarder dessus, puisqu'il y a le spot chauffant juste au-dessus. On a ensuite mis en place une plante résistante à la sécheresse, donc là ici on a utilisé une fétuque bleue. Les plantes, les herbes, les broussailles et tous ces éléments de déco permettent notamment donc de décorer, mais sont également une source d'enrichissement où le varan va pouvoir aller chasser et chercher entre les brins d'herbe. Et donc comme Julie nous le disait tout à l'heure, dans la nature, il vit dans les arbres morts, dans les écorces, dans les troncs, etc. Donc dans le terrarium, on va utiliser des nombreux tubes de liège et des écorces de liège ainsi que des branches qu'on va placer et disposer soit verticalement, soit horizontalement. On va essayer de créer au maximum une diversité de cachettes. Et nous avons aussi placé une gamelle d'eau dans son terrarium qu'on remplace évidemment quotidiennement, même si jusque-là on ne l'a jamais vu boire dedans. Concernant la taille de terrarium, nous recommandons au minimum un 60-60-45 cm pour un juvénile. Pour un adulte ou pour un couple, on peut proposer un 90-90-45 minimum. Comme il préfère un environnement désertique, on va avoir un point chaud entre 26 et 30 degrés avec une zone qui est très proche du spot à 40 degrés. Effectivement, c'est très chaud, mais il aime énormément s'y placer. Concernant l'ampoule chauffante, nous on utilise une Reptile System qui est placée sous dôme, surélevée avec une grille pour éviter tout risque de brûlure. Pour le point froid, on propose entre 23 et 25 degrés. Pour la nuit, la température sera ambiante, donc dans notre salon, on est aux alentours de 18 à 22 dans tout le terrarium. On peut proposer de légères brumisations occasionnelles, surtout en période de mue, pour l'aider un petit peu à muer. Concernant l'hygrométrie, on est aux alentours de 30 à 50% et on peut avoir des pics à 70 voire 80% quand on brumise le soir ou le matin. Donc comme on le disait, dans la nature, il va y avoir une période qui va être franchement plus fraîche et sèche, donc du coup on va effectuer un repos hivernal de novembre à mars. C'est plutôt conseillé pour cette espèce, surtout si on veut faire de la reproduction. Donc sur cette période de repos hivernal, les températures du jour au point chaud vont être de 25 degrés et au point froid environ 20 degrés. La nuit, on coupe le chauffage et on va tomber à des températures chez nous d'environ 18 degrés, ce qui est très bien pour la nuit. Les UVB pour cette espèce sont hyper importants, vu qu'ils viennent d'environnements désertiques, extrêmement ensoleillés, extrêmement exposés, il leur faut une diffusion d'UV toute l'année très importante. Nous on va changer les ampoules tous les printemps aux alentours de mars-avril pour avoir une diffusion optimale d'UV sur la période surtout printemps, été et début d'automne. Nous utilisons donc deux ampoules UVB 12% 23 watts de chez Reptile System pour la diffusion d'UV. On rajoute également une ampoule lumière du jour à 6500 Kelvin qui va permettre de favoriser l'instinct de chasse et d'avoir une meilleure vision de l'animal et pour l'animal. Ces trois ampoules sont placées dans un compact top Exoterra de 60 cm. La ventilation est hyper importante pour ce lézard qui vit dans des grands milieux ouverts désertiques.
Nous, on a un Exotera, donc ça convient parfaitement puisqu'on a une ventilation totale par une grille sur le dessus et on va avoir une ventilation basse sur l'avant sous les portes. D'autres terrariums peuvent convenir à condition d'être bien ventilés. Si jamais les terras sont pas pourvus de suffisamment de ventilation, on peut rajouter des petits ventilateurs en mode extracteur d'air pour faire une meilleure circulation de l'air dans le terrarium. On passe maintenant à son alimentation. Le Varanus gileni est une espèce exclusivement carnivore et insectivore. On va lui proposer des blattes, des grillons, des criquets, aussi des teignes de ruche. Le principal, c'est que la proie soit adaptée à la taille de notre varan. On va également mettre un point d'honneur à ce que les proies soient bien nourries. Ça permet de faire un meilleur apport pour notre varan. On va privilégier donc des animaux issus de notre propre élevage, dont on maîtrise l'alimentation. Et si besoin, si on achète par exemple des grillons ou des criquets, on va veiller à bien les nourrir avant de les proposer à notre varan. On va supplémenter en calcium sans D3 en saupoudrant les proies à peu près un repas sur 2. On va également ajouter des vitamines une fois par semaine. Occasionnellement, on peut lui proposer un rosé de souris ou des morceaux crus de viande, par exemple du cœur de bœuf. Ça permet de varier son alimentation. Donc, concernant la reproduction, le sexage des varans, c'est assez compliqué. Le meilleur moyen d'être sûr du sexe d'un varan, c'est de faire une radio. C'est le système le plus fiable. Après, sur les critères physiques, on a quelques petits points qui peuvent aider un petit peu à se douter du sexe de l'individu. Donc par exemple, les mâles adultes vont être beaucoup plus sveltes et vont avoir un renflement au niveau des hémipénis à la base de la queue qui va être assez marqué. Chez les femelles, on va avoir une allure un peu plus ronde, un ventre un peu plus large et en général, pas de renflement du coup forcément dû aux hémipénis. Pour rappel, l'hémipénis c'est une paire d'organes reproducteurs mâles, entre autres chez les serpents et chez les lézards. Nous n'avons hélas pas encore d'expérience personnelle sur la reproduction de cette espèce en captivité, mais on a échangé avec des amis, lu pas mal de documentation, donc les infos qu'on peut vous donner pour l'instant, c'est que la période hivernale, donc la petite période de repos, va favoriser donc la mise en reproduction des couples, et au niveau des pontes, on va avoir à peu près 2 à 5 œufs, selon les pontes, selon l'âge de la femelle surtout, et on va avoir jusqu'à 2 ou 3 pontes par an. Pour l'incubation, donc l'incubation va se passer à 29 degrés, pour cette espèce, pas trop d'hygrométrie, du fait qu'ils viennent de milieux désertiques, on va essayer de maintenir les œufs avec une légère hygrométrie mais surtout pas saturée, sinon les œufs risqueraient de pourrir. La durée d'incubation quant à elle va être entre 85 et 120 jours en moyenne, ça va dépendre justement de la température et de la génétique des animaux. Quand on aura une femelle et qu'on aura tenté la reproduction, on vous donnera plus de précision. Passons maintenant à son comportement, à son caractère. Le Varanus gileni est un animal plutôt timide, mais très curieux. Une cohabitation en couple ou en groupe est possible. C'est une espèce assez peu agressive. Il faut cependant respecter le ratio mâle-femelle si vous souhaitez faire un groupe, donc à peu près, par exemple, un mâle pour 2 ou 3 femelles. Et bien évidemment, avoir un grand terrarium. Au plus il y a d'individus, au plus le terrarium doit être grand. Son rythme de vie est plutôt diurne, voire crépusculaire. C'est un animal plutôt discret qui va passer une majeure partie de son temps caché, mais on le voit régulièrement sortir en quête de nourriture, ou pour digérer au chaud, ou pour lézarder sous les UV. Comme tous ses autres cousins varans, c'est un animal qui est très intelligent. Le training est tout à fait possible avec cette espèce, mais c'est un processus qui va être assez long, car il est très peureux et assez méfiant au début. Il faut donc réussir à bâtir une relation de confiance avec le varan. Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le training avec les varans, on va tout d'abord présenter une proie en approchant sa main du terrarium. Petit à petit, on va rapprocher la main, toujours en donnant une proie. L'animal au début va être un peu peureux, s'il a trop peur, on recule un peu la main, mais progressivement il va comprendre que la main n'est pas une menace. Avec le temps, on arrive à les faire monter progressivement sur la main, voire sur l'avant-bras. On va jamais venir le contraindre, on va jamais venir faire de mouvements brusques, mais en faisant ça progressivement, il va comprendre qu'on représente pas une menace et nous adopter. Les varans ont une très bonne mémoire et peuvent être rancuniers. Il faut donc faire très attention au niveau des manipulations et des contraintes. Malheureusement, parfois il y a des contraintes qui sont obligatoires pour des raisons vétérinaires, pour faire des contrôles, pour donner un médicament. Pour vous donner un exemple concret, on a un ami qui a des varans et pour les consultations chez le vétérinaire, il demande toujours à un ami externe de récupérer les varans pour les mettre en boîte par exemple ou les emmener chez le vétérinaire. Dans le but simplement que le varan n'associe pas le visage de notre ami à quelque chose de négatif qui pourrait totalement briser la relation de confiance qu'ils ont établie tous les deux. C'est pour ça que c'est très important de garder à l'esprit que c'est une relation de confiance mutuelle pour éviter des expériences négatives ou tout simplement pour rompre un lien qu'on aura mis du temps à créer. Et voilà, cette ultime vidéo pour la Coupe de France de Terrario touche à sa fin. On espère que vous aurez appris des choses avec nous tout du long des vidéos qu'on a fait et qu'on a partagées. En tout cas, de notre côté, c'était un véritable plaisir. On s'est lancé dans cette aventure un peu comme ça, en se disant pourquoi pas, ça a l'air sympa. Et au final, on y a pris énormément de plaisir à préparer ces vidéos, à essayer aussi de faire des choses qui vous plaisent, prendre des risques aussi, qui ont été du coup payants. Bref, en somme, on s'est éclaté. Encore un grand merci à Alexis, on sait que c'était très compliqué d'organiser, d'orchestrer
d'enregistrer tout ça, de gérer les montages, etc., les délais, où je pense que on a tous envoyé nos vidéos très tardivement à chaque fois, et ce sera sûrement encore le cas pour cette dernière, donc on s'excuse d'avance. Merci également aux 4 jurys qui prennent toujours le temps de regarder les vidéos, de les analyser, de dire les points positifs à améliorer. C'est toujours un vrai plaisir d'avoir leur retour. Et c'est grâce à eux, entre autres, qu'on a pu s'améliorer depuis la première vidéo, donc encore merci. Et merci à vous, spectatrices et spectateurs, de nous avoir emmenés là, en finale. C'est grâce à vous, grâce à votre soutien, à la force que vous avez pu nous donner, aux différents retours qu'on a eu en message privé. Franchement, un grand merci. Franchement, ça... J'en perds mes mots. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, et vous pouvez venir nous rencontrer physiquement à la Bourse Aquariophile de Montereau-Fautionne en Seine-et-Marne le dimanche 31 mai. Nous serons présents pour faire de la sensibilisation des insectes, des petites bêtes dont on vous a parlé, bref, les mini-pods quoi. Et si cette vidéo vous a plu, votez pour nous. Salut à tous, c'est Retilime, tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la finale de la Coupe de France Terrario. Évidemment, avant de commencer, je tiens à vous remercier sincèrement, que ce soit le jury, mais évidemment vous, le public, d'avoir voté pour moi et de m'avoir emmené jusqu'ici. Quelle qu'en soit l'issue de cette vidéo, je suis déjà super fier de mon parcours parce que arriver en finale, ça signifie avoir eu l'occasion de vous montrer l'éventail de nos possibilités. Et à travers ce petit concours, mon objectif avant tout, c'était de vous faire entrer dans mon univers. Ce qui me passionne et ce qui me fascine avec la Terrario et les espèces que j'élève. Évidemment, les amphibiens, des espèces rares, etc. Mais aussi vous emmener à travers des voyages. Et si je vous dis ça, c'est parce que la vidéo d'aujourd'hui, elle vient vraiment comme une conclusion à cette expérience, comme une conclusion à ce parcours. Et même pour moi, en tant que passionné, en dehors de toute vidéo ou autre, c'est vraiment un accomplissement, le projet d'aujourd'hui. C'est une exclusivité, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux, je l'ai gardé uniquement au cas où j'arriverai en finale du concours. Je vous propose de pas traîner plus que ça et de rentrer directement dans le cœur du sujet. On va se mettre devant le terrarium et vous révéler ce projet de fou. Voici mon biotope Madagascar. Construire un biotope, c'est un challenge que je m'étais lancé il y a très longtemps et sur lequel j'ai énormément travaillé et réfléchi pour que cela soit possible. Évidemment, c'est un challenge énorme puisque on ne construit pas un terrarium pour une espèce, on construit un biotope, un environnement qui va pouvoir permettre à plusieurs espèces d'être en symbiose. Vous l'aurez donc compris, c'est une grosse prise de risque que je prends aujourd'hui puisqu'on va aborder un sujet très touchy dans la Terrario, à savoir la cohabitation. Et du coup, on va être très clair dès le départ, je ne suis pas pour la cohabitation et je ne vous encourage pas à faire comme moi. Justement, l'idée, c'est de vous montrer la complexité que ce projet représente et le temps de réflexion et de préparation que ça demande. Ce qui me plaît le plus dans la Terrario, le cœur de ma passion, c'est d'étudier le milieu de vie naturel de l'animal pour essayer de le reproduire au mieux et de le voir évoluer dans un environnement qui pourrait ressembler à ce qu'il a dans la nature. Et l'élément central d'un biotope et de la cohabitation de plusieurs espèces, c'est d'arriver à recréer plusieurs minuscules niches écologiques à l'intérieur d'un même terrarium pour que chaque espèce occupe un espace différent et s'y sente parfaitement bien sans rentrer en contradiction avec les autres. Concrètement, quelles sont les principales contraintes d'un biotope ou d'une cohabitation? Choisir des espèces qui viennent d'un même milieu de vie naturel, c'est-à-dire des espèces qui vont avoir à peu près les mêmes paramètres de maintenance et qui dans la nature pourraient éventuellement se rencontrer, des espèces qui soient en parfaite santé et ne puissent pas avoir de risque de transmettre des parasites ou des maladies aux autres habitants. Et pour ça, il est donc hyper important de passer par des quarantaines, d'élever les animaux à part, non seulement justement pour ce côté sécurité, mais aussi pour bien les comprendre, leurs habitudes, ce qu'elles aiment, les endroits qu'elles préfèrent, et pouvoir recréer ça au mieux dans le terrarium. Autre paramètre, choisir des espèces qui ne vont pas agir en concurrence, avec une espèce qui pourra agir comme un prédateur sur l'autre, ça paraît assez évident d'éviter ça, mais aussi une suffisance au niveau des proies pour que chaque animal puisse se nourrir correctement et ne soit pas réduit par les autres, et également au niveau du territoire. C'est ce qui se passe notamment assez souvent avec les lézards. Les lézards vont avoir des conflits de territoire. Voilà pourquoi on va plutôt partir par exemple sur une petite espèce de lézard
avec une espèce d'amphibien, qui sont des catégories complètement différentes et qui ne vont pas naturellement rentrer en concurrence. Et autre élément très important dans cette logique-là, les mœurs. Choisir des animaux avec des mœurs différentes afin qu'ils ne se marchent pas dessus en partageant le même espace au même moment. On va partir par exemple sur une espèce terrestre avec une espèce arboricole, chacune a son espace et tout le monde est respecté. Pareil au niveau du cycle jour-nuit, qui fait aussi partie des mœurs, choisir une espèce qui va être diurne avec une espèce qui va être nocturne. Et tout ça, ce sont encore une fois des paramètres qui se réfléchissent, qui s'étudient et qui prennent des semaines et des semaines, des mois, voire des années de préparation. Et ici, c'est le cas. Créer un biotope, c'est un projet dont j'avais envie depuis quasiment mes tout débuts en Terrario, et voilà seulement que je commence à le faire. Et ce biotope, comme vous l'aurez compris, c'est une forêt tropicale de bambou, comme on pourrait retrouver dans l'est de Madagascar. Et dans ce biotope cohabitent depuis plusieurs semaines 3 espèces que j'ai d'abord élevées séparément avant de les accueillir ensemble. Vous les voyez évoluer depuis tout à l'heure sur les bambous. Il y a d'abord un couple de Phelsuma quadriocellata. On l'appelle aussi gecko à 4 ocelles. C'est un magnifique petit lézard extrêmement coloré, originaire évidemment de Madagascar, comme tous les autres Phelsuma, car Phelsuma c'est un genre très large qui englobe des dizaines d'espèces de geckos diurnes qui vont se nourrir à la fois d'insectes et de fruits. Les Phelsuma, on connaît souvent les grandes espèces comme le Phelsuma grandis, le Madagascarensis. Parfois on connaît aussi les toutes petites comme le Phelsuma clemeri, et entre ça il y a une diversité avec des gabarits vraiment différents et des couleurs juste sublimes. Le quadriocellata est à titre personnel mon préféré, que ce soit physiquement ou au niveau du comportement. Il a toutes les qualités d'un Phelsuma. Le quadriocellata, c'est un petit gabarit. On peut commencer à l'élever à partir de 45 par 60 cm. En termes de taille, il va être beaucoup plus proche d'un clemeri que d'un grandis, atteignant généralement 12 à 15 cm. Les Phelsuma vivent généralement très bien en couple. Attention par contre que entre les mâles et entre les femelles, il y a très vite des rapports de dominance qui s'installent et ça peut souvent créer des problèmes. Ici, ils se sont super bien acceptés. Toute la journée, ils prennent les UV et la chaleur ensemble. Je vois le mâle tenter de faire des petites parades pour entrer en communication avec la femelle. C'est assez amusant, en fait, ils communiquent par des mouvements extrêmement rapides de gauche à droite avec leur tête. Évidemment, niveau comportement, les Phelsuma, il n'y a rien de mieux. C'est actif en journée et ça bouge tout le temps. Ils alternent entre la lampe chauffante, les UV, ils communiquent entre eux, ils cherchent à manger. Au niveau de la chasse, c'est hyper intéressant. C'est vraiment des fous, c'est-à-dire qu'ils attrapent le grillon, ils le secouent dans tous les sens. C'est très intéressant. Au niveau des fruits aussi, ils mangent très bien. Évidemment, ils sont très nerveux, donc je fais pas de manipulation avec. Par contre, du nourrissage à la pince ou alors avec un peu de compote sur son doigt et ils viennent lécher, ça marche généralement très bien. Et depuis tout à l'heure, vous les voyez passer, ils viennent voir ce qui se passe et tout ça. Au niveau des couleurs, ce que j'adore, c'est qu'ils ont le vert typique des Phelsuma. Ils ont aussi les taches rouges, justement comme les grandis, et ils ont aussi l'apparition du bleu, notamment mon mâle qui est particulièrement magnifique. Honnêtement, quand je l'ai choisi, j'ai eu un énorme coup de cœur parce que des quadriocellata, j'en ai vu, j'ai eu des femelles, etc. Et un mâle comme ça, j'avais jamais vu. Avec une queue bien bleutée, les ocelles sur les côtés justement bien bleus aussi. Franchement, j'étais fan de ce mâle, même la femelle est sublime. Les Phelsuma, je savais qu'ils allaient adorer les bambous. C'est une surface sur laquelle ils aiment beaucoup évoluer, ils aiment se cacher à l'intérieur, parfois pondre les œufs aussi. Même si le quadriocellata n'est pas spécialement inféodé aux forêts de bambou, eh bien c'est quelque chose qu'il apprécie énormément et c'est un milieu dans lequel il se sent bien. Et vu que je voulais que le bambou soit l'élément qui donne du caractère au terrarium, j'ai choisi des gros troncs verticaux que j'ai placés à l'avant pour donner ce côté plongeant. Vraiment, on rentre dans la forêt et je suis venu placer les UV et le chauffage à l'avant, puisque les Phelsuma, c'est vraiment les zones qui vont squatter, donc il fallait que ce soit cohérent avec leur bambou, afin qu'ils aient vraiment leur zone. Pareil, les Phelsuma squattent toujours le sommet du terrarium. Évidemment, je vous l'ai dit, ils sont très actifs, donc ils vont bouger beaucoup, mais la majorité du temps, ça va être squatté au plus haut, vraiment collé à la chaleur, collé aux UV, ils adorent ça. J'ai opté pour un point chaud à 30-32 degrés en lampe chauffante, de nouveau parce que pareil, ils adorent la lumière, ils adorent cette chaleur qui vient du soleil, donc c'est important pour eux. Et à côté, UVB en 7%. Évidemment, avec tout cet éclairage, plus les LED, il y a pas mal de perdition d'humidité, et c'est pour ça qu'on a un très beau tapis de feuilles mortes qui va venir conserver cette humidité, en plus évidemment d'une vaporisation régulière. Et avec ça, il n'y a pas de problème. La partie arrière du terrarium est quant à elle un peu plus camouflée, remplie de feuillage, avec plusieurs types de plantes différentes qui créent un coin plus humide, plus ombragé, plus frais. Et ce coin-là, il est prévu pour être occupé par la véritable dinguerie de ces terrariums, à savoir une rainette extrêmement rare. Pour vous dire, je pense même que c'est pratiquement une exclusivité francophone de vous les présenter. Il s'agit des Bouphis botae. On est sur une grenouille minuscule, en général de 2 à 3 cm, et une espèce qui, comme je vous l'ai dit, était devenue
extrêmement rare, pour ne pas dire quasiment exclusive. Pratiquement personne ne s'est lancé dans la reproduction de cette espèce. Elle n'existait quasiment qu'en import, et l'import de Madagascar ces dernières années s'est grandement réduit, ce qui est pas plus mal pour protéger la faune locale, et aujourd'hui est beaucoup plus réglementé, beaucoup plus contrôlé, et donc beaucoup de cette faune de Madagascar qui avant était trouvable entre guillemets facilement et aujourd'hui beaucoup plus rare, et donc ici les Boofies c'était vraiment une exclusivité sur laquelle j'ai sauté et que je suis incroyablement fier de vous en présenter. C'est pas impossible d'en trouver, hein. Vous verrez peut-être d'autres Boofies un jour sur le marché, mais les Botae sont particulièrement rares et je trouve particulièrement magnifiques. Elles ont évidemment cette couleur verte avec un superbe moustache rouge sur le dos. Et le point clé chez les Boofies, ce sont leurs yeux, généralement bleutés, très grands, qui sont sublime. Une autre caractéristique physique très particulière des Boofies, c'est leur peau transparente. Lorsque vous regardez leur ventre, eh bien vous pourrez apercevoir les différents organes en plein fonctionnement dans leur corps, notamment leur cœur qui bat. Cette caractéristique, elle n'est pas sans rappeler la famille des Centrolenidae, plus communément appelée grenouilles de verre, et pourtant, les Boofies n'ont rien à voir. Ce sont des Mantelidae, là où les grenouilles de verre sont originaires généralement d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, la Boofie c'est évidemment de Madagascar. C'est une caractéristique très particulière qu'on trouve aussi chez d'autres rainettes du continent africain, comme les Hyperolus par exemple, et ça rappelle à quel point la peau des amphibiens peut être fine et fragile. C'est d'ailleurs un point commun de toutes ces petites rainettes, c'est malgré tout une certaine fragilité qui les rend plus difficiles, plus délicates que d'autres grenouilles ou d'autres animaux. Ce sont des petites grenouilles très actives pendant la nuit, elles bougent beaucoup dans le terrarium, et elles pour le coup sont vraiment purement nocturnes et vont évoluer généralement à mi-hauteur. Donc je vous parlais des mœurs au début, et ben là on est complètement différent. Elles ne croisent jamais les Phelsuma, eux ils sont actifs en journée, mais la nuit ils vont se planquer à l'intérieur des bambous. Ces Boofies c'est une énorme fierté, c'est un gros accomplissement de passionnés. J'ai essayé de profiter de constituer un groupe conséquent afin de maximiser mes chances de peut-être les reproduire un jour. Ce sera en tout cas évidemment l'objectif, en espérant qu'elles puissent prospérer dans ce terrarium. Et je vous dis, pour le moment, ça se passe à merveille. La nuit, on les voit sauter sur les vitres, venir voir. Elles sont très actives, assez curieuses et vraiment très speed. On récapitule, on a donc notre zone un peu plus sèche, un peu plus chaude, avec pas mal de lumière au niveau des bambous. On a une zone plus fraîche et humide, truffée de feuillage à mi-hauteur pour les Boofies. Il nous reste évidemment la zone du sol, et pour ça, il y a aussi une superbe espèce qui y habite. Il s'agit de la Mantella Betsileo. On est aussi sur une grenouille purement terrestre, et ça, vous allez le voir à sa coloration. Vue d'en haut, elles se font complètement dans les feuilles mortes, et c'est évidemment un mimétisme naturel, car cette espèce occupe les litières de feuilles mortes dans la nature. Et je vous cache pas que c'est la plus compliquée à vous filmer, parce qu'elles sont hyper discrètes. Elles sont vraiment en train d'évoluer perpétuellement sous ces feuilles mortes, à se frayer des petits chemins, et se cacher, observer ce qui se passe dans leur environnement. Et les feuilles mortes dans ce terrarium, c'est vraiment tout ce qui donne son cachet au biotope. Je voulais avoir vraiment ce tapis, ce substrat rempli de feuilles mortes, principalement de bambou, pour être logique avec notre environnement, même si on a aussi d'autres types de feuilles tropicales, du catapa, etc. Ça donne tout de suite un rendu beaucoup plus naturel. C'est hyper important pour les Mantella, mais aussi pour tous les habitants de ce terrarium, y compris la microfaune qui sert à l'entretenir. Un tapis de feuilles mortes, ça assainit votre environnement, ça donne des nutriments aux plantes, des nutriments au substrat, ça maintient l'humidité. C'est truffé de qualité, donc mettez un max de feuilles mortes et regardez le rendu, c'est beaucoup trop beau. Les Mantella, normalement, quand vous les observez, elles devraient un peu vous rappeler les dendrobates. Et c'est pas pour rien, puisqu'elles sont ce qu'on appelle une convergence évolutive. Voilà un terme qui vous permettra de paraître intelligent en soirée. La convergence évolutive, c'est lorsque deux espèces qui sont séparées par des barrières naturelles ou des milliers de kilomètres d'écart ont évolué de la même manière en développant des caractéristiques similaires alors qu'elles ne sont pas des mêmes familles et ne viennent pas du même endroit, mais possèdent les 3/4 du temps des niches écologiques comparables. Les Mantella, elles sont originaires de Madagascar, là où les dendrobates sont originaires d'Amérique centrale et du Sud, et pourtant, elles ont évolué de la même façon. Physiquement, elles sont très similaires, elles sont toutes au niveau du sol et aiment les milieux très humides. Chez les Mantella, on retrouve d'ailleurs des toxines similaires à celles des dendrobates, mais généralement beaucoup moins virulentes. De ce fait, elles peuvent vraiment représenter une chouette alternative plus originale aux petites espèces de dendrobates. Elles sont pas plus compliquées à élever, mais par contre sont souvent beaucoup plus rares. Cependant, la Mantella a quelques petites différences. Déjà, la dendrobate est majoritairement et principalement diurne, là où la Mantella a un rythme de vie plus partagé. Elle est a priori plutôt diurne, mais il y a fréquemment des observations qui sont faites la nuit, et notamment moi en terrarium, les
rares moments où je peux parfois les observer, c'est parfois aussi la nuit, pas que en journée. Dans ce terrarium, elle est vraiment seule au niveau du sol, les autres animaux y vont jamais, donc de toute façon qu'elle sorte en journée ou la nuit, elle va généralement choisir les moments calmes où elle est seule. Elle partage juste avec la microfaune, comme les colamboles, les microcloportes et tout ça, dont elle va notamment se nourrir. Et voilà comment on arrive à la fin de la présentation de ce biotope et la fin de la compétition. Je vous remercie encore une fois énormément, non seulement de m'avoir écouté et de m'avoir accompagné dans cette aventure, mais surtout de m'avoir soutenu et de m'avoir amené jusqu'ici grâce à vos votes. J'espère qu'encore une fois, cette présentation et ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, je compte évidemment une dernière fois sur vos votes en commentaire. Et on se dit de toute façon à très bientôt sur les réseaux. C'était Reptilime. Ciao tout le monde! Et voilà, on a vu les 2 dernières vidéos de nos superbes passionnés, nos superbes candidats de cette Coupe de France. J'espère qu'elles vous ont plu. Comme d'habitude, il faut voter dans les commentaires pour votre candidat préféré. Celui qui aura obtenu le plus de votes gagnera un vote. Et ensuite, il y aura aussi le jury. Mais cette fois, la petite particularité, c'est que le débrief du jury ne se fera pas sur Instagram. Par contre, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas venir s'abonner à notre petit Instagram, hein. Je compte sur vous. Le débrief se fera tout simplement sur YouTube. On fera une vidéo débrief de la finale, ainsi que l'annonce des votes et du coup, l'annonce du grand gagnant de cette année. Donc si tu veux savoir, comme moi, comme tout le monde, je pense, savoir qui gagnera cette édition, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à suivre les notifications et à attendre sagement la vidéo du débrief. Dans 1 ou 2 semaines, on verra, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, vous aurez la vidéo du débrief et de l'annonce sur YouTube. Allez, à la prochaine. Yeah.